Retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous recevons maintenant Louis-Antoine Michelet, analyste indépendant qui s'intéresse aujourd'hui à une valeur moyenne cotée à Paris, Adomos. Bonjour Anne-Laure. Alors Adomos, c'est une société spécialisée dans l'immobilier. Expliquez-nous un peu plus son cœur de métier. Alors exactement, Adomos c'est une société qui a été créée en 99, qui est rentrée sur Euronext Growth en 2005 et qui en gros le cœur de métier c'est l'investissement immobilier dans c'est de l'investissement locatif appliqué à l'immobilier. Donc en gros c'est de la défiscalisation, c'est son cœur de métier. Suite à ça, et on verra, hein, c'est pour ça que j'ai appelé Adomos Disruption en cours, parce qu'en fait ils ont refondé leur modèle économique suite à la crise économique de 2008, ils ont tout repensé. Et donc l'activité historique, investissement locatif. Ils ont développé en parallèle de ça la vente de ce qu'on appelle le lead, c'est du marketing. En gros c'est de la vente de contacts qualifiés. Avant c'était une charge, ils étaient obligés d'acheter ces contacts-là auprès de sociétés de marketing pour ensuite vendre leur programme immobilier. Ils ont décidé de l'intégrer, ce qui fait que de charge c'est devenu un produit. Deuxième chose. Ensuite, depuis 2017, la société a décidé de se lancer sur deux marchés, l'administration de biens et l'activité de foncière. La foncière, c'est on achète un immeuble, on le rénove et on le vend en bloc ou à la découpe avec une marge. En gros, c'est ça. Quel est le marché? Donc le marché, on dirait l'immobilier en règle générale, vous savez que c'est un secteur extrêmement cyclique, que les sociétés sont obligées d'être en réaction face aux tendances de marché. Et aujourd'hui, on a des indicateurs macroéconomiques qui peuvent laisser penser que l'environnement est porteur, notamment parce que l'environnement des taux bas actuels eh bien, laisse une capacité d'emprunt supérieure, enfin tout du moins assez importante aux particuliers. Le renouvellement de la loi Pinel, donc c'est de la défiscalisation dans l'immobilier jusqu'à priori en 2022, est censé porter, je dirais, l'activité de cette société. Et enfin, d'un point de vue microéconomique, la société a décidé de se lancer dans une stratégie offensive, et notamment en renforçant sa force commerciale, qui devrait passer de 50 agents commerciaux en quelque sorte, puisqu'en fait ce ne sont pas des salariés, ce sont des, je dirais, des freelances qui permettent de soulager en fait les charges opérationnelles. Et donc voilà, c'est pour la stratégie offensive. À terme, ces 4 métiers dont je vous ai présenté devraient dégager des synergies à la fois commerciales et opérationnelles, je dirais donc en apportant un élan supplémentaire à l'activité et en réduisant les marges opérationnelles devrait permettre à la société de continuer à dégager, je dirais, une rentabilité intéressante. Pourquoi? Un intérêt synergique de ces 4 complètement. Oui, complètement. Et présenté comme ça, on a l'impression que c'est vraiment 4 branches différentes. En fait, alors les clients d'Adomos, ce sont les promoteurs immobiliers qui lancent des programmes en fait et qui, pour être sûr de les vendre, vont faire appel à Adomos, qui Adomos lui a en base des contacts qualifiés en fait. C'est son activité marketing. Donc à la fois ça lui permet de satisfaire la demande de ses clients, mais surtout au-delà de ça, comme elle se met à vendre des biens immobiliers dans ce cadre de processus de défiscalisation, et bien elle a en base en fait des clients qui sont qualifiés par une de ses filiales qui s'appelle Selecto et qui eh bien, lui permet, je dirais, de transformer, puisque c'est le taux de transformation qui est étudié sur cette société-là, d'avoir un taux de transformation qui devrait frôler les 20% à peu près à l'horizon 2019-2020. Donc c'est très intéressant. Ceci étant, donc elle a traversé la crise de 2008, elle a dû réadapter son modèle économique et on verra que d'un point de vue financier, ça a eu des conséquences. Pourquoi? D'abord, donc depuis, sur la période de, je passe, excusez-moi, c'est un peu brutal, bon, de 2013 à 2010, de 2013 à 2017, donc l'APEX, c'est les produits d'exploitation, c'est-à-dire c'est du chiffre d'affaires plus des produits d'exploitation qu'elle a, puisqu'elle ne vend pas à la date de clôture, elle a dans son carnet, dans son portefeuille, des projets qui sont en train d'être signés et qui seront vendus 2 à 3 mois plus tard. Donc elle les considère comme étant des produits d'exploitation. Donc on a des produits d'exploitation qui prennent 306% sur 2013 à 2017. On a des charges de personnel, c'est gigantesque, on a des charges de personnel qui passent de 33,1% de ce produit d'exploitation à 14,7%. Donc c'est de la marge qui est dégagée. Il suffit de voir l'EBITDA moyen sur la période, qui est la marge d'EBITDA moyen qui est de 41,7, la marge d'EBIT qui est de 15,2 et qui passe surtout de 2013 à 4% à 25,2% en 2017. Enfin, la marge nette moyenne, donc c'est le résultat net rapporté au produit d'exploitation, eh bien il passe de 4,5 à 38,6, soit une moyenne de 20,4. C'est très bien. C'est très très bien. Donc on voit que les synergies sont en cours, on voit que la société a trouvé des leviers de croissance extrêmement intéressants et qui se traduisent donc au S1 2018, puisqu'elle a publié ces chiffres, par un produit d'exploitation en hausse de 12%, un EBIT de 40% et un résultat net de 40%.
Pourquoi? Parce qu'en fait, de 2009 à 2012, la société a enchaîné les déficits. C'est-à-dire que sur 3-4 ans, elle a un résultat net, en gros, cumulé de moins de 10 millions d'euros. Donc il a fallu, évidemment, ça a des conséquences, il faut pouvoir le financer, enfin il faut pouvoir le rembourser, et notamment auprès de l'administration fiscale. Et elle a déduit, en gros, on a des reports déficitaires pour à peu près 23-24 millions d'euros, ce qui correspond plus ou moins à une réduction d'IS de l'ordre de, je crois, 2 millions, quelque chose comme ça. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ça, c'est pour, je dirais, le point sur les reports déficitaires. Sinon, d'un point de vue opérationnel, on voit que la rentabilité économique et la rentabilité des capitaux propres permettent de dégager un effet de levier extrêmement important. Alors, il n'est pas linéaire. On voit qu'il y a un petit décalage en 2016, mais en tout cas, 2017 devrait confirmer cette tendance et l'effet de levier devrait de nouveau être attractif pour, je dirais, des investisseurs qui veulent se lancer sur le marché de l'immobilier qui est par essence très cyclique. Et la caractéristique d'Adomos, c'est qu'elle a une structure opérationnelle extrêmement souple qui devrait lui permettre de faire face à un retournement de tendance, puisqu'aujourd'hui, tout le monde est en train de dire qu'on est plus ou moins dans une espèce de retournement cyclique macroéconomique qui pourrait avoir des conséquences sur le marché immobilier, sachant que la société est positionnée à 100% sur la France. Donc c'est le marché français, je dirais qu'il n'y a pas de surprise. Voilà, l'environnement est assez facile à cerner. Elle est seule sur ce segment-là ou elle a des concurrents directs? Elle a des concurrents directs, elle est leader sur son marché, mais elle a des concurrents directs et puis surtout la question à terme, c'est est-ce que les promoteurs n'auront pas tout intérêt à intégrer finalement ces activités-là. Donc ça pourrait être éventuellement un scénario à envisager pour le futur, mais en tout cas, quoi qu'il arrive aujourd'hui, notamment avec le lancement de cette activité de foncière, puisque donc pendant longtemps la société n'a pas été endettée. Là, on apprend qu'elle a bouclé un tour de table d'environ 3 millions d'euros pour financer l'achat d'un immeuble qu'elle revendra donc dans le cadre de son activité foncière. Donc c'est-à-dire elle rénove tout, elle casse tout, elle rénove tout et elle le revend à la découpe ou en bloc avec une marge, je crois qu'elle l'achète 3 millions d'euros et qu'elle anticipe une marge de 10% d'un million d'euros. Elle anticipe une marge d'1 million d'euros. Donc c'est très bien. Ceci étant, le finance comment? Elle le finance. Alors c'est ça toute, je dirais, la particularité de ce dossier-là, c'est que la société donc n'est pas endettée, sauf là, elle contracte 2 millions d'euros de dette, mais sinon à terme elle s'endette pas. Elle réalise des augmentations de capital très régulières. Son financement, c'est comme ça qu'elle le fait. Donc il y a énormément de BSA qui ont été, je dirais, souscrites, qui sont du moins proposées et qui sont potentiellement souscrites. Donc les dernières ont eu un effet dilutif de 2,8%. Là, elle a émis 4 millions, un peu plus de 4 millions de BS, 60 millions de BSA qui correspondent à peu près 4 millions 2, 4 millions 3 d'actions, avec donc un potentiel de dilution de 14,8%. Donc c'est quand même extrêmement... Il faut le prendre en compte. Ça peut avoir un effet, je dirais, un effet de force contraire sur le cours de bourse, mais c'est... Dans la théorie, c'est de la théorie pure, parce que sinon, finalement, ce développement, je dirais, ce point financier-là va apporter du chiffre d'affaires à la société, va développer son activité. Donc, finalement, ce sera qu'à très court terme. Le parcours boursier... Sur un an, le titre perd 6,19, sur 6 mois, il cède 14,55, et par contre, depuis le 1er janvier 2018, il prend 5,81. Pourquoi? Malgré de bons résultats, on peut penser qu'effectivement, donc notamment, on est sur une PME, la liquidité n'est pas très importante, mais en plus de ça, donc, ces régulières augmentations de capital peuvent peser un peu à la baisse sur le cours. Ceci étant, donc, on est rentré dans une tendance plutôt neutre, hein. Le cours est compris entre 0,95 et 0,87 euros le titre. Donc moi, par mes multiples, par les valorisations, j'arrive à un cours moyen DCF et multiple d'1,50 €. Donc typiquement, ce sera mon objectif à moyen terme, 1,50 €. Par les pairs, je suis à 2,25, mais comme la société a de l'exceptionnel et a des résultats exceptionnels régulièrement importants, enfin qui sont de l'exceptionnel, mais ça commence à être un peu récurrent, et elle a également des produits financiers, des résultats financiers, on peut dire que le management, et particulièrement le DAF, dans ce dossier-là, est extrêmement actif. C'est un DAF qui a énormément de boulot et qui le réalise très bien. Le PER, donc de 25, VE sur EBITDA, je suis à 1,50 € et VE sur EBIT 1,19, ce qui me fait une moyenne d'1,65. Sur les DCF, je suis à 1,34,6, calculé sur 10 exercices, croissance moyenne de chiffre d'affaires de 20%, une marge opérationnelle comprise entre 14,48 et 22,1%. J'ai vu des analyses qui cherchaient beaucoup plus haut, qu'elles cherchaient à 30-35% cette marge opérationnelle. Certes, il y a des synergies qui sont en cours, mais les 35%, ils les ont jamais atteints par le passé. Donc typiquement, empiriquement, d'un point de vue financier, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut aller chercher au-delà. 22% déjà de marge opérationnelle, c'est très bien. Coût du capital calculé à 8,24, mon bêta retenu 1,02, prime de risque 7,31, ce qui me fait donc une valorisation par les DCF à 1,34,6. Donc c'est ma limite haute. Aujourd'hui, on est, je dirais,
coincé dans un canal, dans une tendance complètement neutre. On voit que le cours prend appui sur ces moyennes mobiles court et moyen terme. Hein, il n'y a pas eu de réaction au résultat, finalement. Alors, il y en a eu très peu. En fait, ça veut dire que c'était déjà... La société communique très bien. Donc, ça veut dire que potentiellement, les investisseurs étaient... Exactement. C'était potentiellement déjà intégré dans les cours. Mais au-delà de ça, je vous dis, il y a potentiellement ce manque de liquidité qui peut effrayer peut-être les gérants. Il y a également donc, ces problématiques d'augmentation régulière de capital via des BSA avec cette problématique de dilution. Donc ça peut potentiellement effrayer un peu les investisseurs qui veulent rentrer à l'achat. Aujourd'hui, rentrer à l'achat sur Adomos, ça peut avoir du sens éventuellement. On pourrait aller chercher d'abord un point d'entrée à 0,8740 pour jouer le rebond, voire oui 0,8740 et ensuite on pourrait aller chercher les 0,95, les 1,06 et les 1,17 qui sont des points techniques, ce sont des résistances techniques qui, je dirais, ne se retrouvent pas forcément dans mes valorisations. Moi, ma moyenne, je vous dis, par les DCF, donc c'est mon premier point d'entrée, mon premier point de sortie, je dirais, ce pourrait être 1,3446 et éventuellement aller chercher les 1,50 plus tard. Mais en tout cas, Adomos, c'est à quelle échéance 1,50 les 1,50, moi je dirais les chats. Vous êtes terrible, ça arrive souvent. Je dirais, moi je suis à moyen terme, c'est-à-dire que je pense que l'impulsion pourrait être donnée sur du moyen terme et donc on pourrait aller les chercher. Il faut attendre les résultats de 2018, donc elle clôture au 31-12, potentiellement, je dirais, je me laisserais 6-9 mois, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est un très beau dossier avec un DAF aux commandes qui est extrêmement, qui réalise du bon boulot, avec quand même des points d'interrogation, c'est-à-dire que elle a, je dirais, des reports déficitaires qui sont quand même importants. Quand on voit ses capitaux propres, il peut aller toujours dans une logique de remboursement de ses déficits passés. Donc ça rogne, finalement, ça empêche les capitaux propres de monter. Mais en tout cas, toujours est-il que quand on calcule les ratios opérationnels de cette société, ils sont en croissance, la rentabilité économique est en croissance, la rentabilité des capitaux propres est en croissance. Donc, a priori, le trend est positif et Adomos pourrait être un dossier à regarder intelligent. Merci beaucoup, Louis-Antoine Michelet, analyste indépendant.